Vous m'entendez bien tous et toutes. Donc moi, j'ai pas de plan, parce que j'étais un peu paresseux, un peu cuit. Mais j'ai pris quelques notes donc, sur la question le titre «Dommages collatéraux des constellations de satellites». Alors, le sujet a déjà été un peu commencé à être abordé par Faustine. Moi, j'ai déjà commencé à discuter ce que sont des constellations de satellites et puis en quoi ces nouvelles constellations dont on nous parle sont différentes des précédentes, parce que finalement, ce n'est pas un effet nouveau. Et puis, il y a des fonds, il y a un fond derrière ça, il y a des raisons pourquoi elles sont différentes. Les objectifs ont l'air à peu près pareils, c'est de la télécommunication essentiellement, ou des transferts d'informations, mais pas tout à fait sur le même mode ou avec les mêmes intentions. Et puis après, il y aura quelques dégâts collatéraux dont je discuterai. Les dégâts astronomiques, mes collègues Mottez et Lagadec vont dire plein. Faustine les a déjà évoqués, bien évoqués, donc je ne vais pas y revenir longuement. Ce sera plutôt d'une autre nature. Alors voilà, les constellations de satellites, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de satellites artificiels qui sont en général identiques parce que ça permet de les faire en série et donc de faire des économies d'échelle, comme on dit, dans leur fabrication, et qui visent à une couverture globale de la Terre, à délivrer un service à la Terre entière, pas forcément à tous les humains d'ailleurs, hein, c'est une couverture surfacique, hein, ça ne vise pas forcément tous les humains. Les méga-constellations dont il sera question, elles, essaient de viser, enfin prétendent pouvoir viser, disons, tous les humains, en tout cas une partie appréciable des humains. Mais là, c'est une couverture surfacique essentiellement. Alors, 3 exemples. Le premier, c'est les satellites géostationnaires. Alors là, c'est une idée qui vient d'assez longtemps. C'est la première constellation presque. Elle a été construite intellectuellement d'abord en 1945 par Arthur Clarke, un auteur de science-fiction, qui est aussi opérateur de radar pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, j'ai mis de la science-fiction quand même, il ne faut pas déconner. Un petit peu. Et qui a publié en 1945 dans une revue qui s'appelle Wireless World, une revue de télécommunications. En fait, il a publié un article qui s'appelle Extraterrestrial Relays. Et c'est là où il propose, c'est la première fois qu'on propose, on a déjà compris des choses sur comment on pourrait être dans l'espace. Il y a beaucoup de choses qui ont été pensées en 1945. Il y a même eu déjà les V2, donc on n'a pas vraiment été dans l'espace, on faisait du subespace avec les V2. Beaucoup de science d'ailleurs a été faite avec les V2. Ensuite, mais bon, c'est un autre problème extrêmement intéressant. Je recommande la lecture du livre Science with a Vengeance. Vengeance, c'est la traduction anglaise du mot vers Weltsungswaffe, qui est le nom du V2, qui est une arme de vengeance. On veut dire littéralement vengeance en allemand. Bref, c'est un sujet aussi extrêmement intéressant sur l'utilisation de l'espace militaire qui a servi à faire de l'astronomie, qui permettrait de discuter d'une autre discipline sous un autre angle que ses conséquences, disons, expansives, en tout cas de sites lointains, pour des visées, des belles visées d'astronomie et de progrès des connaissances. Bref, Arthur Clarke propose de mettre 3 satellites en orbite géostationnaire à 120 degrés l'un de l'autre, de sorte qu'il y ait une couverture globale pour les télécommunications de la Terre. Il reste fixe par rapport à la Terre en étant en orbite géostationnaire ou à peu près fixe au-dessus d'un point, et il relaie des signaux radio pour ça assurer une couverture mondiale aux télécommunications. Alors, ça s'est produit, le réel s'est produit en 1965, aussi une grande année, comme 1988, mais ça, c'est mon année de naissance, donc déjà, c'est bon, déjà plus lointain, c'est moins rire déjà, enfin. Moi, je ris moins. Intelsat 1, premier satellite géostationnaire en 1965, et puis depuis, grand succès de cette possibilité d'utiliser des satellites en orbite géostationnaire, 36 000 km d'altitude. Le nombre de satellites géostationnaires, tu disais 29%, je crois, donc je ne sais pas exactement la fraction. Enfin, moi, j'avais noté 300 satellites géostationnaires, du coup, j'ai eu un doute. Ça, je me suis trompé, mais en tout cas, l'essentiel des satellites géostationnaires, là, on estime que pour le coup, quasiment 9 sur 10, ont des visées de télécommunications. Qui servent vraiment, ça sert à ça essentiellement, faire des communications, radio, télévision, etc. Le deuxième système de constellations, c'est des constellations qui sont à quelques satellites finalement, parce que là on est à très haute altitude, on voit la Terre presque comme pratiquement la moitié de la surface de la Terre, pas exactement la moitié, mais quasiment un hémisphère complet depuis cette altitude. Et donc avec quelques satellites, on a une couverture globale de l'ensemble de la Terre, quelques suffisent. Les systèmes de positionnement par satellite, voilà un autre système de constellation. Positionnement, c'est-à-dire de se localiser à la surface de la Terre ou même dans les airs ou sur les océans, bien sûr, pour se positionner à partir d'un référentiel finalement fixé par les satellites. Le premier d'entre eux, c'est 1964, c'est 4 satellites, c'est Transit, et il s'appelle Transit, et il est fait par la marine américaine qui veut positionner ses bateaux, d'une part, et mieux que ces bateaux veut aussi positionner des sous-marins, parce que quand ils sortent les sous-marins, ils ont un objectif, en tout cas certains des sous-marins, ça aurait des missiles, il faut les envoyer à peu près à l'endroit où on veut, avec une précision raisonnable, sinon ça n'a pas de sens.
Enfin, ça n'a pas de sens, oui, ça n'a pas de sens militaire en tout cas. Et donc là, on voit encore que les Navy ont encore agi de manière très efficace pour avoir un système de positionnement par satellite. 95, il sera remplacé par Navstar, c'est le GPS en fait, qui s'appelle le système de positionnement global par satellite, qui compte 24 satellites. Il y a Galileo maintenant, il y a eu un tir récemment Galileo, 26 satellites. Il y a GLONASS, parce que chacun, évidemment, ces questions de positionnement avec la précision que l'on a, c'est des questions de souveraineté, d'une certaine façon. D'abord de souveraineté au sens très concret de la défense, mais même aussi tout simplement pour positionner ses bateaux, positionner ses avions, positionner tout ce qu'on veut positionner, vendre ce service-là à tout un tas de gens, y compris dans les voitures. Et donc Galileo, les Européens, les Russes, c'est GLONASS, 26 satellites, et Beidou, 35 satellites, dont 30 sont opérationnels. Et les GLONASS sont 22 opérationnels. Bref, et encore, là, on est à quelques dizaines de satellites pour positionner. Ils ne sont pas tous en orbite géostationnelle, c'est en orbite intermédiaire dans ce que tu appelais MEO, les Mid-Earth Orbit, qui sont à une vingtaine de milliers de kilomètres d'altitude typiquement. Une autre constellation, un autre système de constellation très important historiquement, c'est les constellations de téléphonie par satellite, cette fois-ci d'avoir un téléphone au milieu de rien, et puis on parle dedans, et puis ça parle ailleurs, sauf que quand il n'y a pas d'antenne relais, quand il n'y a pas de réseau câblé, quand il n'y a rien du tout, bien, il faut pouvoir discuter avec quelque chose qui est en orbite autour de la Terre. Et un des emblèmes de ces téléphonies par satellite, c'est Iridium, qui a été fondé en 1991 par Motorola, et qui visait initialement d'avoir 77 satellites. C'est pour ça que ça s'appelle Iridium, parce qu'il y a 77 protons et électrons donc, dans l'atome d'Iridium. Mais finalement, ils n'ont eu besoin que de 66. Voilà. Donc, il n'a pas eu besoin d'autant que prévu initialement. Ça a tourné avec 66, mais ils ont lancé en tout 95 satellites, parce qu'il y a eu des pannes, il y a eu tout un tas de problèmes techniques, ça on y arrive très fréquemment. Des satellites tombent en panne, et donc du coup, ils deviennent des rebuts orbitaux, littéralement. C'est de la base en orbite qui est là et qui peut rester un certain temps. Donc l'objectif, là, cette fois-ci, c'est de fournir de la téléphonie mobile dans des régions non couvertes par le GSM, qui est le système qui fonctionne à base d'antenne. Donc il faut que vous soyez dans l'horizon d'une antenne. Votre téléphone parle à l'antenne qui parle par des câbles éventuellement ou par d'autres antennes, finit par parler à votre interlocuteur, enfin au téléphone de votre interlocuteur. Et donc, si vous êtes trop loin du désert, au milieu des océans, je ne sais pas, bon, ben là, les téléphones satellitaires sont évidemment éminemment pratiques. Et il faut avoir cette couverture satellitaire nombreuse, parce que là, les satellites sont des satellites qui sont par grappe sur une orbite, qui sont 5 ou 6 sur une orbite donnée, donc ils se succèdent sur la même orbite, et ils couvrent par paquet de 5 ou 6 un certain nombre d'orbites. Alors typiquement, pour j'avais noté ça, le système Global Star, il y en a d'autres, hein, j'ai dit Iridium qui était très connu, le système Global Star qui a 48 satellites, il y a 8 plans orbitaux à 1400 km d'altitude. Donc ils se suivent, ces orbites polaires aussi, ils tournent de la Terre autour des pôles, je veux dire, enfin en passant par les pôles, et donc il faut un certain nombre de satellites, parce qu'à 1400 km d'altitude, le satellite n'est pas en permanence au-dessus de l'horizon comme pour un satellite géostationnaire, ce qui est l'avantage du satellite géostationnaire, on le voit tout le temps. Les antennes, les paraboles télévisuelles, elles pointent toujours dans la même direction, vers là où est à peu près, bouge un tout petit peu dans le ciel, là où est le satellite qui diffuse les émissions de télévision que l'antenne est en train de capter. Donc là, le satellite rentre et sort de l'horizon du téléphone, de l'observateur ou de celui qui cherche à le capter. Et donc, il faut, tant que le satellite est au-dessus de l'horizon, eh bien, on peut discuter avec lui. Puis quand il est en dessous de l'horizon, ben, c'est fini, il faut passer à un autre satellite. Donc, il faut qu'ils se parlent entre eux, ce satellite, et qu'on puisse passer la communication du satellite qui vient de disparaître à un autre qui apparaît, de sorte qu'il n'y ait pas de coupure de communication. Et typiquement, pour les iridiums, les durées de transit dans l'horizon de l'observateur, enfin, je dis observateur parce qu'on est astrophysique, mais de l'horizon de l'utilisateur, de celui qui a le téléphone, c'est entre 7 et 9 minutes. Et donc, il faut qu'un satellite prenne le relais. Et s'il n'y en a pas qui prend le relais, ou si le relais est mal fichu, ou s'il y en a trop qui veulent prendre le relais en même temps, ben, il y a une coupure de ligne. Donc, c'est vraiment, on peut perdre la communication parce que le relais n'est plus transmis. Donc, il y a eu dans les années 90, je disais, il y a eu la constellation Iridium. Et maintenant, elle s'appelle Iridium Next. Donc, elle a été, autre chose s'est passé, ça a évolué. C'est un business, hein, donc il se passe tout un tas de choses. Il y a eu aussi ICO Global Communications qui a 10 satellites. Global Star, 48 satellites. Et puis, dans les années 2000, il y a un réseau qui s'appelle O3B. Alors, celui-ci, il est intéressant aussi. C'est encore une fois, les intentions sont dans le nom, mais il faut le décrypter. O3B qui veut dire Other 3 Billions, c'est-à-dire les 3 milliards de personnes qui n'ont pas accès à la téléphonie mobile.
Et donc, O3B, le réseau était explicitement pour ceux qui n'ont pas accès à la téléphonie mobile facilement, parce qu'il n'y a pas d'antenne, il n'y a rien, ou à Internet, éventuellement, parce que O3B délivre aussi d'Internet. Et là, les satellites sont à 8000 km d'altitude. On en a, encore une fois, une vingtaine. Et pourquoi une vingtaine, une fois de plus? À 8000 km, le satellite met un certain temps. Il a une vitesse apparente dans le ciel, due à sa vitesse orbitale, qui est relativement lente. Il est plus loin, c'est la troisième loi de Kepler, donc il va un peu plus lentement. Il dure assez longtemps dans le ciel, et donc on a le temps de discuter avec lui tranquillement quelques minutes. Et puis après, on prend le suivant, et donc le suivant, il en faut quelques. Typiquement, on voit de l'ordre de 2 ou 3 dizaines. Alors, une des premières constatations, il n'y a pas besoin d'attendre finalement le camarade de Musk pour avoir ces problèmes-là. Le 10 février 2009, le satellite Iridium 33 est rentré en collision avec le satellite Cosmos 2251. Alors, 2251, il était hors service, c'était un satellite de télécommunication militaire russe. Iridium 33 était lui-même hors service, parce que Iridium a été remplacé par Iridium Next. Bref, il y a 2 tas de ferraille qui sont rentrés en collision et qui ont engendré 2200 débris. Enfin, 2200 débris au sens, on n'a pu les compter. Ça veut dire, depuis le sol, on a pu compter les débris. Compter, ça veut dire être capable de les repérer par radar. Donc, on les éclaire littéralement avec des ondes radio. On a un retour, on a un écho. Et puis, quand le débris est trop petit, quand c'est un éclat de peinture, évidemment, on ne sait pas le voir, on ne le voit pas. Mais quand c'est un machin qui fait 1 ou 2 ou 3 cm ou plus, ben, on arrive à le voir. Et donc, 2200 débris comptés. On sait qu'il en reste encore 1500 parce que tous ces débris sont suivis. Dès que les débris dépassent de l'ordre du centimètre, on sait les suivre très proprement, essentiellement un réseau américain. Les Français savent aussi suivre ça, désormais, pour des raisons de défense aussi, et simplement d'indépendance aussi du compte américain, qui compte ce qu'ils veulent, qu'ils annoncent ce qu'ils veulent, et en particulier pas les débris des satellites militaires, et en particulier pas les satellites militaires tout court. Et en 2012, donc il y a eu cette collision en 2009, et 3 ans plus tard, en 2012, il y a un débris de Cosmos 2251, donc on savait que ça venait de lui, d'une certaine façon, on a pu les suivre, on savait qui était quoi, qui est passé à 120 mètres de la Station spatiale internationale. Bon, 120 mètres, ça n'a pas grave, hein, quand c'est un débris qui fait, je ne sais pas quelle taille il faisait, mais peut-être 10 cm, 120 mètres, ça laisse de la marge, on est plus tranquille. Mais enfin, vu l'incertitude de tout ce qu'on peut imaginer, néanmoins, les 6 astronautes qui étaient dans la station, on leur a dit, ben, vous en mettez, il y en a 3 qui vont dans le Soyuz à gauche et 3 qui vont dans le Soyuz à droite, et en cas de problème, vous appuyez sur le bouton. Je caricature un peu, mais c'est ça l'idée. Ils se sont mis en sécurité le temps que ce débris soit définitivement hors jeu, si j'ose dire, enfin hors jeu. Il est toujours là, mais il passe, et après, ses orbites changent, hein, parce que les orbites décroissent, on va le discuter tout à l'heure. Et donc, par précaution, on a préféré, les opérateurs de l'ISS ont un commun accord décidé de mettre les 6 membres d'équipage dans les 2 Soyuz. Il y en a un qui a amené les gens et qui repartira avec les déchets. Et puis, il y en a un qui est tout simplement là pour le secours, qui est là en cas de malheur. Il en faut toujours un deuxième. Donc, déjà, collision orbitale, on voit qu'il y a eu un problème. C'est produit au moins une fois. Et ça, je ne parle pas, bien sûr, là, de volontaire. Hein, c'est vraiment inattendu. C'est produit. Ça, on n'espère pas que ça arrive, mais c'est arrivé. Et je ne parle pas encore des tirs orbitaux. On a vu la Chine récemment, pas la Chine, la Russie récemment, qui a envoyé un missile pour détruire un satellite en orbite, ce qui est complètement grotesque. On ne détruit pas un satellite en orbite, on désorbite. Là, la destruction était pour montrer autre chose, sa capacité à agir en point de vue de la défense, à détruire volontairement un satellite en orbite à partir d'un missile envoyé depuis le sol, ce qu'avait déjà fait la Chine, ce à quoi avaient répondu les États-Unis en disant que nous aussi, et que maintenant les Russes savent aussi, donc maintenant tout est clair, il y a beaucoup plus de débris en orbite. Ce qui s'est produit aussi avec Iridium, donc toujours pas besoin d'attendre les camarades Musk, il y avait ce qu'on appelle, vous avez connu ça, peut-être ceux qui font de l'astronomie amateur, les flashs Iridium. Les flashs Iridium, c'était l'idée que ces satellites, en fait, un petit flash lumineux associé dans le ciel au passage d'un satellite de la constellation Iridium, défunte, mais remplacée par Iridium Next. En fait, chaque satellite hypothèse des antennes, c'est fait qu'ils ont des antennes, ils n'ont pas les antennes orientales, parce que c'est compliqué, il fallait orienter, viser les gars qui téléphonent, c'est pas possible. Ils ont des antennes qu'on appelle la commande de phase, qui sont seulement des trucs super malins d'interférence, où on choisit la direction vers laquelle on capte, où on envoie le signal, simplement en déphasant les signaux par plein d'antennes qui sont petites antennes assemblées. Et la taille des antennes des satellites Iridium, c'est la taille d'une porte, à peu près, 1,88 m sur 86 cm. Il se trouve que c'était très réfléchissant. Vous n'avez pas pensé au coup, mais il se trouve que c'était des trucs très polis, très réfléchissants. Et quand c'est éclairé par le soleil, ça fait au sol, la porte, elle fait au sol un faisceau lumineux,
une belle divergence, qui fait 10 km de diamètre. Et donc, ça balaye, ce faisceau lumineux balaye la surface de la Terre avec 10 km de diamètre. Et quelqu'un qui passe dans le faisceau lumineux, il voit un flash lumineux dans le ciel. Alors, il y a eu un temps, c'était même un jeu d'essayer de voir les flashs iridium, parce qu'on connaît leur orbite, on n'a qu'à regarder, on attend, on dit « Ah, il y a un flash iridium, c'est super, magnifique, on peut les éviter, parce que tout ça se calcule, ils ne sont pas si nombreux, si je veux dire, les satellites, ils sont quelques dizaines, ça se calcule, il y a un site que je vous recommande, d'ailleurs, qui s'appelle Heavens Above, qui calcule plein de choses, notamment le passage de l'ISS, enfin plein de trucs. Iridium, il le calculait, maintenant ça n'a plus de sens, puisque c'est passé par autre chose. Alors les flashs Iridium, il y en avait, les statistiques, c'était 2 à 4 par nuit. Il y avait des flashs de magnitude -5 quelques fois par semaine, magnitude -5 pour ceux qui savent, ça veut dire c'est plus brillant qu'à peu près tout sauf la Lune et le Soleil, y compris Vénus, qui est la magnitude maximum de Vénus, un minimum. Je veux dire, enfin, l'éclat le plus important de Vénus, c'est -4. Et il y a eu des flashs de magnitude -8 quelques fois par mois. -8, ça avait un sacré flash. C'est ce qu'on espère voir un jour si, à ce qu'à Dieu ne plaise, une supernova galactique explose. Et là, pour le coup, ce sera pour la science. Il ne faut pas que ce soit trop près non plus, mais bon. Alors, ce qui va changer, là, on a parlé donc de constellations déjà depuis un certain temps, vous voyez que ce n'est pas nouveau. Il n'y avait pas besoin de beaucoup de satellites, encore une fois, parce que leur orbite était, disons, relativement élevée, quelques milliers de kilomètres, à même 36 000 kilomètres. Donc, peu de satellites font une couverture raisonnable de la surface de la Terre. Ce qui va changer avec ce qu'on appelle maintenant les méga-constellations, c'est que ces satellites vont être en orbite basse. Alors, une des raisons pour lesquelles ils vont être en orbite basse, c'est que quand on discute avec un satellite, évidemment, il faut au moins que le signal aille jusqu'au satellite et redescende. Alors, quand on est à 30 000 km d'altitude, je prends 30 000 parce que c'est facile pour mon pauvre cerveau, et qu'on y va à 300 000 km par seconde, et bien, il faut environ 100 millisecondes, un dixième de seconde pour y aller, et autant pour redescendre. C'est-à-dire que le temps minimum de discussion, c'est 200 millisecondes. À l'intérieur du satellite, il y a un truc, il se passe des trucs dedans, et puis au sol, il se passe des trucs. Bref, ce qu'on appelle le temps de latence, si on prend un satellite en orbite géostationnaire, qui est plutôt à 36 000 km, le temps de latence, c'est-à-dire quand vous dites bonjour, et de l'autre côté, la personne à l'autre côté entend bonjour, ou entend les octets que vous lui envoyez, il faut typiquement 600 millisecondes. 600 millisecondes, ça fait 0,6 secondes, on peut dire tout va bien. Pour quand c'est de la téléphonie, c'est vraiment pénible. C'est-à-dire, bonjour, et 0,6 secondes de décalage, on vous entend, il répond, c'est pas facile de faire une conversation avec 0,6 secondes. Pour la téléphonie, c'est important que le satellite soit assez bas en altitude. Et si vous les mettez vraiment bas, typiquement, alors on va prendre un autre cas facile, c'est 300 km, plutôt que 500, l'altitude réelle où ils sont. À 300 km, il faut plutôt 1 milliseconde aller et autant en descendre, donc 2 millisecondes, on va dire quelques millisecondes. Et donc ça, c'est vraiment mieux, les temps de latence deviennent beaucoup plus faibles. Alors pour la téléphonie, c'est important quand on parle à quelqu'un, mais aussi c'est important quand on veut échanger de l'information et qu'on ne veut pas attendre trop longtemps. Et ça, c'est important d'être rapide. Si on veut faire du jeu en ligne, par exemple, c'est super important, de tenir du Sahara, faire une petite partie de je ne sais pas quoi, voilà, il faut comme ça pulse, il faut que les temps de latence soient 10 ou 15 millisecondes. Les compétitions internationales de jeux en ligne sont même en LAN, en réseau local, de sorte que les temps de latence soient extrêmement petits, puisque là, tout le monde est dans la salle, et que ça puisse réagir vraiment, que ça pulse et que ça se passe bien. Ça, c'est pour le jeu en ligne, mais il n'y a pas que ça. Il pourrait y avoir des temps de latence aussi extrêmement, qu'on a besoin d'extrêmement courts, dès qu'on a besoin d'avoir des réactivités importantes, alors pour la voix typiquement, mais on peut imaginer tout un tas d'applications. Donc déjà, l'idée de mettre des satellites plus bas, eh bien, on aura un temps de latence plus court et c'est super. Admettons, c'est super. Alors, mais s'ils sont plus bas, du coup, ils mettent moins de temps pour sortir de votre horizon, ils rentrent dans votre horizon, ils sortent de votre horizon, ils passent plus vite, d'une certaine façon. Et comme ils passent plus vite, il en faut plus, évidemment, parce que comme la communication avec un satellite donné dure moins longtemps, eh bien, il faut que les satellites soient beaucoup plus nombreux. Et juste, ce n'est pas un peu plus nombreux, puisque Starlink, puisque c'est de ça dont il est question ce soir, mais d'une manière générale, des méga-constellations, Starlink, à l'échéance 2025, pense disposer de 11 943 satellites. Juste Starlink, ce qui est un nombre strictement supérieur de plus de 2000 à l'ensemble de tous les satellites qui ont été envoyés depuis Sputnik. Donc là, on parle pour une seule constellation. Si on se sent qu'on est en méga, on ne passe même pas de quelques dizaines à un ordre de grandeur de plus, à quelques centaines pour une constellation. On passe de quelques dizaines à 10 puissance 4, littéralement même presque 3 ordres de grandeur de plus. Et l'objectif éventuel, futur, pour l'instant l'autorisation n'a pas été délivrée, c'est jusqu'à 42 000 satellites pour la constellation Starlink.
Donc ça, c'est ce nombre-là, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle méga constellation. Et c'est pour ça que ça va poser des problèmes, enfin ça peut poser des problèmes qu'on a déjà eu avant, des problèmes de flash iridium, de satellites qui passent dans le champ de vue, ça a dû arriver de temps en temps pour les astronomes, de collision, c'est arrivé au moins une fois, cet exemple très emblématique, mais c'était déjà avec seulement le nombre de satellites envoyés à cette époque, de satellites et tous les débris orbitaux, parce que je parle de satellites, mais il y a aussi tous les débris orbitaux, les étages de lanceurs de fusées, qui sont assez nombreux aussi en orbite basse. Et au final, on passe à un ordre de grandeur qui n'a plus rien à voir pour Starlink spécifiquement. Il y a déjà 1892 satellites qui ont été lancés, 1754 sont en orbite, je vous laisse faire la différence de ceux qui ne sont plus en orbite, 1730 sont fonctionnels, donc il y en a 24 qui sont en panne, qui sont des débris orbitaux maintenant. Sur ces 1730 fonctionnels, il y en a 1467 qui sont opérationnels. Oui, il y a toute une terminologie subtile. Alors, pourquoi les autres ne sont pas opérationnels? Parce qu'il y en a par exemple 166 qui n'ont pas encore atteint leur orbite. Il faut savoir que ces satellites sont mis en orbite à peu près 440 km d'altitude, et puis ils ont un petit moteur ionique à propulsion solaire électrique, donc avec un petit réservoir de krypton. Enfin, le réservoir de krypton, c'est du gaz qui ne sert pas qui sert à propulser, mais qui n'est pas un réactif. Hein, c'est simplement l'électricité produite par des panneaux solaires qui permet, des panneaux solaires assez grands, qui font 2 mètres par 8 mètres, les panneaux solaires des Starlink, qui permettent d'alimenter l'électricité, un petit système qui va ioniser le krypton et l'éjecter à grande vitesse à l'arrière pour faire une toute petite poussée, mais petit à petit, on va monter jusqu'à l'orbite finale qui est située entre 540 et 570 km. Donc, je disais 166 n'ont pas atteint leur orbite parce qu'ils sont en train de monter, donc ils ne sont pas fonctionnels, mais ils vont bientôt y arriver. Il y en a 14 qui sont en réserve. En réserve, ça veut dire qu'ils restent à une altitude basse, mais si jamais il y en a un qui tombe en panne, je ne sais pas où, celui-ci, on le fait monter pour le remplacer tout de suite. Il y en a 66 qui sont hors constellation parce qu'ils ont un problème technique, ils ne répondent pas bien, mais on n'est pas très sûr qu'ils soient perdus, et peut-être qu'ils sont perdus, etc. Donc, ouais, il y a un truc qui s'appelle les Starlink Statistics, hein, il y a quelqu'un qui maintient ça. J'ai des notes assez détaillées, et à la fin, il y a une bibliographie, j'ai le lien vers les Starlink Statistics qui vous donne littéralement lancement après lancement, presque mois après mois. Là, les nombres que je vous dis, c'est ceux du 14 décembre 2021. Donc, ces satellites sont lancés par paquet de 60, c'est ce qu'on a vu très bien sur l'image que montrait Faustine. Ils sont lancés par paquet de 60, et c'est ça qui provoque l'étreinte, ce qu'on voyait l'image là d'Arnaud, où on voit au moment du lancement, les satellites sont encore assez bas, ils sont éventuellement bien éclairés par le soleil, et on voit là un paquet de satellites qui passent et qui laissent une traînée. Alors, détail aussi, parce que ce n'est pas sans importance, à mon sens, en octobre 2020, la Space Development Agency, qui est l'équivalent de la NASA, mais pour les militaires américains, dont le budget, d'ailleurs, la NASA passe toujours pour l'agence qui a le budget le plus spectaculaire de toutes les agences gouvernementales du monde, sans doute. Hein. Le budget militaire spatial américain est quelque chose comme 5 à 7 fois supérieur à celui de la NASA. Eh bien, elle a donné 150 millions de dollars à Starlink pour développer ce qu'ils appellent un usage dual des satellites Starlink, dual étant un euphémisme pour dire civil et militaire. Et donc, évidemment, parmi les gens paumés au milieu de rien, il y a évidemment celui qui veut faire du gaming à haute fréquence au milieu du Sahara, et il y a aussi les bases militaires américaines qui sont sans doute les plus nombreuses du monde et qui ont besoin, elles aussi, comme beaucoup d'autres gens, d'avoir un accès. L'abonnement 99 $ par mois, ça c'est la valeur officielle, c'est 99 €. C'est la même chose hein, en euros. Il y a starlink.com, vous verrez, vous pouvez vous abonner. Ça marche, c'est ouvert en France. Hein, l'ARCEP a donné en 2021, en février dernier, l'ARCEP, l'autorité de régulation de la communication en France, a donné son autorisation. Donc le réseau Starlink, il est officiellement un fournisseur d'accès à Internet en France. Depuis mai, on peut faire ça. Starlink annonce 500 000 abonnés, je crois que c'est dans le monde, ce n'est pas en France, hein, c'est dans le monde. 99 $, c'est 99 € aussi, donc la conversion dollar-euro n'est pas très bonne, mais c'est comme 99 €. Il faut rajouter un kit de connexion parce que vous devez avoir au sol une antenne spéciale, une connectique spéciale, celle qui va bien, qui vaut 499 $. Donc, ça vise tous les humains, mais plutôt les humains solvables. Et le but affiché, alors est-ce que ça sera atteint? Ce qui n'est pas certain, évidemment, ça va dépendre plein de choses, est-ce que ça fonctionne comme ils veulent, etc. Mais enfin, le but affiché, c'est 40 millions d'utilisateurs en 2025, au moment où les 11 000 et quelques, enfin, presque 12 000 satellites seront fonctionnels. Il y a des stations au sol, on en a parlé, enfin,
Faustine en a évoqué, il y aura des stations au sol, parce qu'évidemment, vous êtes au milieu de rien, vous parlez avec Starlink, il parle à Starlink, il parle à Starlink, puis à un moment donné, ça va à une station au sol, et cette station au sol, elle parle à Internet. En fait, l'idée, pour réaliser ça, c'est Internet, c'est le réseau des réseaux. Starlink est un réseau, et ce réseau est branché à Internet, et vous pouvez accéder à ce réseau qui fait des plans, il envoie au sol, parce que juste entre eux, ça n'a pas vraiment d'intérêt, entre eux, c'est pour quelque part arriver à une station au sol, qui ensuite, elle, envoie sur Internet et arrive à la bonne adresse IP qu'il a dit. Et donc, des stations, là, il y a eu récemment à Saint-Senier-de-Beuvron, charmant village normand de 350 habitants. Ils ont été assez mécontents d'apprendre que le truc qui se construisait à côté, ça pourrait être un truc Starlink de Elon Musk. Et finalement, ils n'ont pas été contents, ils ont refusé. En décembre dernier, ils ont refusé d'avoir une station Starlink, mais il en faudra bien quelque part. En tout cas, Starlink est officiellement arrivé en France, vous pouvez vous abonner. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a des endroits. Incidemment, il y a une compagnie qui s'appelle Orbit à l'envers. Orbit à l'envers, ça fait Tibro. Voilà, la compagnie Tibro, qui est l'envers de Orbit. Orbit, c'est Tibro, c'est l'envers de Orbit, c'est un faux-né de Starlink en France. Il y a la constellation OneWeb, parce qu'évidemment, on est dans un système où on n'est pas là pour rigoler. Donc, il y en a d'autres qui veulent faire ça. OneWeb, qui est déjà lancé, qui a fait faillite en mars, qui a été racheté par le gouvernement du Royaume-Uni et par un opérateur indien de téléphonie mobile qui s'appelle Bharti Global. Il y a 358 satellites déjà lancés, donc ils ont racheté, ce truc a fait faillite, ils ont racheté les satellites, et d'autres des lancements sont prévus. Il y a aussi, là, évidemment, Amazon, le camarade Bezos est là lui aussi, constellation Kuiper. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas lancé grand-chose, et ils ont acheté des tirs sur une fusée qui n'a fait encore aucun vol, y compris raté. Donc, bon, on verra. Mais en tout cas, ils ont des intentions aussi très, très fermes sur cette question-là. C'est les vols, c'est la fusée, elle s'appelle RS1, c'est une société qui s'appelle ABL Space Systems, donc une manière de concurrent, de petits, bientôt concurrents. Il y en a d'autres, hein. En France, on a déjà nous aussi nos startups du spatial et des petits lanceurs, même des mini-lanceurs. C'est en train de se développer, donc ce New Space que Arnaud connaît bien, c'est en train de se développer considérablement. La Chine, évidemment, il n'y a pas de raison, puisque après tout, eux aussi, ils sont capitalistes. Et donc, du coup, ils ont créé, il y a une compagnie en mai 2021 qui a été créée, China Satellite Network Group, qui est là pour explicitement développer le satellite, la constellation, la superconstellation chinoise. Et ils visent aussi 13 000 satellites, il n'y a pas de raison. L'idée, alors là, pour eux, l'idée, elle est extrêmement claire. C'est d'abord, la Chine est un grand pays, un peu comme les États-Unis, et il y a plein d'endroits où il y a des gens qui auraient besoin d'accès à Internet. Les paysans chinois, au milieu de rien, ils ont évidemment besoin, et la Mongolie aussi sûrement, d'accès à Internet. Soit, et bien entendu, il y a un business qui va se dérouler avec les nouvelles routes de la soie, parce que là, l'idée, c'est de, sans être obligé de construire les antennes partout, de numériser, pas numériser, mais de donner un accès numérique rapide à tous les pays et à tous les compagnies, tous les gens qui participent à ces nouvelles routes de la soie. La Russie, bien sûr, est là aussi, elle a un projet. Alors la Russie, elle est un peu curieuse parce qu'elle participe avec ses fusées Soyouz, elle lance les satellites de OneWeb. Donc elle a lancé des satellites de méga constellation, mais il est interdit en Russie d'utiliser et de s'abonner à OneWeb, qui est plus tout à fait fonctionnel, mais qui le sera peut-être un jour, et à Starlink. C'est juste interdit. Ça règle le problème. Et eux, ils ont un projet qui s'appelle Sphera. Il y aura seulement 600 satellites. Ils doivent déployer ça d'ici 2024. Pour l'instant, rien n'est fait. Ils veulent déployer ça et ils ont un objectif aussi qui est derrière. La Russie est aussi un grand pays en surface et ils ont un intérêt majeur parce que le réchauffement climatique n'a pas que des inconvénients. Il a l'avantage de libérer toutes les routes du nord de la Russie. Enfin, je dis inconvénients au sens capitaliste. Il libère les routes du nord de la Russie et tout un tas de bateaux vont passer par le nord de la Russie pour aller plus court, des endroits où il y a absolument zéro base de communication parce que de toute façon, il n'y a personne, où il y avait personne, c'était pris par les glaces l'essentiel du temps. Et donc, ils y voient un intérêt, comme les Chinois, ils voient un intérêt avec les nouvelles routes de la soie, eux, ils voient un intérêt pour finalement rendre accessible du point de vue des télécommunications et de l'accès à Internet toute cette zone nord au-dessus du cercle polaire russe, qui est un point stratégique absolument crucial pour la Russie. Et l'Européen, évidemment, les Européens aussi, mais eux, ce n'est pas avant 2027. Nous, on est plutôt tranquille encore, on est des gentils. Le temps qu'on se décide, il n'y aura plus de place en orbite basse, puisque là, quand on additionne tous les satellites, ça fait littéralement des dizaines de milliers de satellites en orbite entre 500 et 1000 km, une orbite déjà assez largement encombrée. Faustine le montre dans ses nombres, les 70%,
disons les 7 dixièmes des satellites déjà en service, ou les débris encore là, sont dans cette altitude. Alors, je vais bientôt conclure. J'avais mis quelques questions élémentaires. Pourquoi les satellites en orbite basse? Alors, ça avait dit ça, c'était pour des questions de ping, enfin des questions de pas de ping, de temps de latence. Ça, c'est important des satellites en orbite basse. Donc, pourquoi il en faut beaucoup? Parce qu'on est en orbite basse. Ça, c'est un point. Et qu'il faut de nombreux satellites pour être constamment en discussion avec l'un d'entre eux, sans parler du fait que plusieurs personnes vont discuter. Ce n'est pas juste une personne, mais plein de personnes. Les conséquences de lumière, alors on les imagine, elles sont évoquées. Je ne vais pas y en dire plus que les collègues Mottez et Lagadec vont en parler, Fabrice et Eric vont en parler. Musk a évoqué de peindre en noir ses satellites, petit coup de peinture vite fait. Bon, c'est pas si mal, enfin, c'est pas si con, ça réduit l'albédo, mais enfin, dans le principe, non, parce qu'on pourrait discuter longuement, mais disons que d'abord, il faudrait peindre avec un truc très absorbant, du Vanta Black, le fameux Vanta Black, qui absorbe 99,8% de la lumière peut-être. Et puis, quand on fait ça, ben, évidemment, il n'y a quand même pas de miracle en physique, l'énergie se conserve, donc l'énergie, la lumière qui ne se réfléchit pas est absorbée par le satellite, et donc le satellite va chauffer, et donc il va rayonner en infrarouge. Ce qui n'est pas forcément un grave problème pour nous, parce que l'atmosphère est opaque aux infrarouges, donc du point de vue du sol, ce n'est pas forcément gênant, il faudrait discuter. Mais en tout cas, il va rayonner en autre chose qu'en lumière visible, il rayonnera, s'il absorbe 100% de la lumière qu'il frappe, il rayonnera 100% de cette lumière en infrarouge. Par contre, ça va changer beaucoup de choses sur la thermique du satellite. Le satellite, c'est des trucs avec des trucs chauds dedans, et évacuer l'énergie dans l'espace, c'est compliqué, il faut des radiateurs. Et donc, du coup, il faudra ajouter au satellite des radiateurs ou quelque chose pour qu'il ne chauffe pas trop au point que ça mette en péril son fonctionnement. Il a proposé aussi il y a eu des pare-soleil. Alors, il n'y a pas tellement de choses qui étaient, Fabrice m'a informé de cette chose-là, des petits systèmes qui bloqueraient la lumière du soleil pour éviter que ça, pour limiter les réflexions. Il a aussi évoqué des mousses qui soient plus absorbantes que simplement de la peinture, parce que la peinture, ça faisait vraiment un peu cheap, une espèce de mousse un peu plus absorbante, et qui soit aussi transparente aux ondes radio, parce qu'il faut que les communications radio puissent se faire. Il y a la pollution du bruit radiofréquence, qu'a évoqué aussi, bien sûr, Faustine, notamment pour la radioastronomie et pour les radiotélescopes comme SCA. Donc, du point de vue de la lumière, il y a clairement des choses à faire, et pour les télescopes à grand champ, mais je n'empiète pas trop sur mes collègues, pour les télescopes à grand champ, c'est une catastrophe. Alors, satellite, à la fin, quand ils ne fonctionnent plus, ce qui arrive, ils finissent par tomber en panne, ou il faut les remplacer ou en mettre d'autres. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il y a normalement une bonne pratique, mais ce n'est pas officiel. Il y a une bonne pratique qui est de penser à désorbiter. Quand c'est un orbite géostationnaire, on le met sur l'orbite de parking ailleurs, où il y a une personne et il n'y a rien d'autre qui va là-bas, parce que c'est des orbites inintéressantes. Quand c'est en orbite basse, désorbiter, maintenant c'est censé être la bonne pratique. Ça veut dire faire des efforts pour que le satellite tombe sur Terre. Il retombe comment? En lui faisant perdre de l'énergie totale. Et ça, le satellite, à cause des frottements de la très haute atmosphère, il n'y a pas grand-chose à 500 km d'altitude, mais quand même, il reste un peu quelque chose qui fait que le satellite peut tomber. Alors, à 100 km d'altitude, il ne reste pas grand-chose quand même. Donc, la durée de vie d'un satellite, la dérive spontanée par simple frottement aérodynamique, c'est ça, frottement atmosphérique à 500 km, c'est quelques années. Donc, satellites, s'ils sont plus manœuvrés, s'ils ne sont pas poussés un petit peu pour compenser la traînée atmosphérique, eh bien, il reste quelques années en orbite. À 200 km, c'est quelques jours. Donc, il faut vraiment, quand vous avez un satellite à 200 mètres en orbite à 200 km d'altitude, pas 200 mètres, 200 km, au bout de quelques jours, il y a un vrai problème, il perd vraiment son altitude et il tombe. La Station spatiale internationale à 400 km, elle perd quelques mètres par mois d'orbite, d'altitude. Donc, il faut de temps en temps, il faut la remonter, ne serait-ce que pour ça. Il faut aussi la manœuvrer pour des évitements de collision. Ça, c'est arrivé aussi. D'ailleurs, dans les manœuvres d'évitement de collision, cette partie débris, voilà une autre conséquence tout à fait importante. La pollution spatiale qui est considérable. En novembre 2021, là, c'est les satellites de l'ESA, 36 500 objets de 10 cm ou plus, 1 million d'objets à 10 cm de taille, entre 1 à 10 cm, 330 millions entre 1 et 10 mm, c'est des estimations, parce qu'on ne les détecte pas tous. Et donc, il y a 5000 objets entiers dans les 36 500 objets de plus de 10 cm. Il y en a 5000, c'est des objets entiers. C'est un satellite entier ou un réservoir de fusée entier. Ce n'est pas un truc qui a été cassé avant ou un bout de boulon ou un truc qui traîne. Donc, c'est beaucoup. Et il y a toujours la crainte qu'un troisième étage de fusée russe collisionne un autre troisième étage de fusée russe qui tourne à peu près aux mêmes endroits. Et là, ils se croisent régulièrement à quelques centaines de mètres. Et si l'un tape dans l'autre, russe ou d'autres d'ailleurs. En 2019, en lien avec Starlink,
l'Agence spatiale européenne, elle a dû manœuvrer un satellite qui s'appelle Aeolus, un satellite d'observation de la dynamique atmosphérique qui orbitait à 320 km en orbite basse. Donc, c'est un satellite, ces satellites-là, ils sont obligés d'avoir un compensateur de traînée, sinon ils tombent vite. Donc, si on veut les garder longtemps en orbite, il faut payer un peu d'énergie régulièrement pour les garder à cette altitude. Et il a été obligé de manœuvrer pour éviter une collision avec Starlink 44. Et Starlink 44, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait là à 340 km d'altitude? Eh bien, tout simplement, il était parti de ses 550 km d'origine et la firme Starlink faisait un test de désorbitage. Donc, elle le faisait descendre par son système de propulsion qui lui permet de monter. Quand il est mis en orbite, il monte à 550. Là, elle le faisait descendre le plus aussi bas que possible pour voir si ça allait fonctionner, si on allait pouvoir le désorbiter, le manœuvrer comme prévu. Pas de pause, c'est passé un peu trop près d'Éole et il n'y a pas eu de priorité à droite et c'est l'Agence spatiale européenne qui a dû se garer. Nous, on dit, non, nous, notre satellite, il est là. La probabilité de collision, elle était un peu supérieure à 1 pour 1000, ce qui paraît complètement ridicule, on dit pourquoi on se prend la tête, mais l'ESA a décidé que 1 pour 1000, c'est un cas où on fait une manœuvre d'évitement. C'est un cas c'est déjà trop risqué pour eux, et donc ils font une manœuvre d'évitement. Ils font typiquement, en 2020, l'ESA a annoncé qu'elle avait fait 20 manœuvres d'évitement de collision. Typiquement, c'est des manœuvres d'évitement de collision avec des débris. Donc on dit, c'est des débris, ils ne sont pas manœuvrants. Là, c'était une collision dont l'ESA a dû se garer alors qu'en face, le satellite était vivant et manœuvrant. Des fois, ils sont vivants, mais pas manœuvrants. Ils n'ont pas la capacité de changer d'orbite. Mais en orbite basse, si on veut les garder longtemps, ils ont souvent une petite capacité de manœuvre. Et donc là, c'était vraiment pénible. C'était vraiment le truc, il y a deux tarés qui foncent l'un face à l'autre, et le plus intelligent des deux s'écarte pour laisser passer le dingue qui va tout droit, si on dit les choses un peu brutalement. Donc là, c'était un peu agaçant. L'ESA a trouvé ça un peu agaçant. On va dire ça comme ça, parce qu'ils sont quand même polis. Ils ont dit les choses poliment. Deux autres choses, juste, je vais être pas trop long, j'ai déjà dû dépasser largement mes 30 minutes. Deux autres conséquences de ça qui sont particulièrement excitantes. Vous allez voir, tout ça n'est rien. Là, vous connaissez peut-être la société russe Avant Space. Si vous ne la connaissez pas, allez voir son site. Elle a une vidéo promotionnelle particulièrement qui va vous exalter, je pense. Ne mettez pas de coup de pompe dans votre écran d'ordinateur, vous allez perdre du matériel utile. Ils ont le projet de mettre des microsatellites dotés de lasers alimentés par panneaux solaires, donc c'est vachement propre. Et ces microsatellites, ce sont en fait des sortes de diodes laser, de pixels individuels qui vont pouvoir s'assembler dans le ciel pour faire un grand signe, un grand machin où il y aura marqué « buvez Coca-Cola ». Ce ne sera pas exactement comme ça sera légèrement plus subtil. Ils feront un grand signe, parce qu'ils n'auront pas des centaines, là, il n'y en aura pas des centaines. Pour le coup, ils ne seront pas très nombreux. Ils projettent d'en envoyer une cinquantaine de microsatellites qui font un signe dans le ciel, visible à l'œil nu depuis le sol, et qui se baladent, pour attirer votre regard, c'est dans la publicité. Et puis, ces petits pixels, à l'œil, on ne le verra pas, mais ils vont pulser. Et ensuite, vous prenez votre téléphone. Donc, moi, je suis assez tranquille, je ne peux pas le sortir, j'en ai pas. Mais vous prenez votre téléphone et vous regardez ce signal dans le ciel. Et les signaux pulsés sont codés. Et dans votre téléphone apparaît une page de publicité. Enfin, c'est un QR code spatial. Voilà. C'est très exactement le QR code spatial. Voilà. Donc, ça, c'est en train de se faire. Ils ont envoyé 2 satellites de test déjà. Et donc, peut-être ça va nous arriver aussi. Donc, si vous pensiez être énervé, il y a une chance que ça ne s'améliore pas. Et puis enfin, il y a un dernier truc qui pourrait nous sauver. Ça, c'est une conséquence, c'est un effet collatéral, mais qui pourrait nous toucher d'une autre façon quand on voit finalement l'intrication entre nos systèmes de communication terrestres et puis les systèmes spatiaux, enfin les systèmes orbitaux. Un truc qui pourrait nous sauver d'une certaine façon, mais nous mettre aussi dans les ennuis, tant ces systèmes de communication finalement sont importants pour tout un tas de choses dans le monde, et pas que la télé ou je ne sais quoi. Il pourrait y avoir une éruption solaire vraiment salée, comme celle qui a eu lieu dans l'été 1859, qui a fait claquer la télégraphie avec fil. Là, ça a vraiment chauffé. Et il se tombe qu'en 1859, il y a eu quelques télégraphes qui ont eu des problèmes, mais ça allait bien en 1859, il y avait quelques télégraphes de toute façon. Si ça arrivait maintenant, la même éruption, il est bien possible que ça change considérablement les communications déjà satellitaires, et qu'il y ait pas mal de satellites qui soient en PLS, comme on dit chez les jeunes, et que du coup, ça règle le problème de certaine façon. On soit assez tranquille avec la publicité orbitale, mais que du coup, ça aura des conséquences quand même, parce qu'il y a plein d'engins spatiaux, dont scientifiques, dont pour l'étude de la Terre, etc., qui sont aussi en PLS. Bon, voilà, je vais m'arrêter là, parce que j'ai déjà été un peu long, sans doute.
Et merci de votre attention.